Tous les jeudis soirs, 19h, heure de Paris, et 13h, heure de Québec, heure du Montréal, pour diffuser La Ligne Rouge. La Ligne Rouge, cette émission où tu me poses tes questions sur le thématique des hauts potentiels, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, et toutes les thématiques qui gravitent autour de ça. Et je t'apporte des réponses précises à tes questions précises. Bien sûr, ces questions sont réservées pour les élèves de l'Université des hauts potentiels. Donc, si tu veux me poser tes questions, c'est très simple. Il faut devenir élève de l'Université des hauts potentiels. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir accéder à la fois au groupe privé Facebook d'entraide dans lequel tu pourras poser tes questions ou dans l'espace de formation des cours de l'université dans lequel il y a un espace messagerie et dans lequel tu peux me poser tes questions directement. Et je prends les questions au fur et à mesure et je t'apporte une réponse. Bonsoir, bonsoir. Minako est parmi nous. Hello, Minako. Un bonsoir, enfin un bonsoir très amical pour Minako. Super, je suis content de t'avoir. Bonsoir, son fan. Hello, hello, je suis content de vous voir. Alors, c'est la première pour ce live, sa diffusion en direct, diffusée tous les jeudis soirs à 19h. Et comme je disais, 19h heure de Paris et 13h heure de Montréal au Québec, puisqu'on a fait cette nouvelle formule. Avant, c'était 2 fois par jour. Maintenant, c'est 2 fois par semaine, une fois par semaine, le jeudi soir, pour que tout le monde puisse le regarder à la fois en France et en dehors. Bonsoir Sabrina, bonsoir Elodie. Hello Elodie, hello, hello. Alors, pour directement rentrer dans le vif du sujet, je vais aller prendre ma liste de questions que j'ai sous les yeux. Et je vais donc te poser les dernières questions. Donc, je vais regarder ça sous mon écran de contrôle qui est ici. Et je vais répondre aux questions. Donc, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les poser par l'intermédiaire du formulaire de questions de la ligne rouge. Comme ça, tu pourras poser tes questions. Et c'est très simple. Si tu regardes cette vidéo depuis YouTube en rediffusion, cette vidéo elle est réservée aux élèves de l'université. Mais tu as sous la vidéo un lien qui te permet de devenir élève de l'université avec une première formation offerte. Donc, tout est en description. Alors, question de Louise qui nous dit « Comment se débarrasser de la peur et de la tristesse de décevoir nos parents parce qu'on veut devenir artiste alors qu'on vient d'avoir son diplôme d'ingénieur ?» Excellente question, excellente question. Son fan qui me dit « C'est super que tu aies changé l'heure du live, ça me permet de suivre sans me cacher au bureau. » Ah, petite coquine au bureau. Bonsoir Alice, hello. Oui, meilleur créneau horaire, me dit Sabrina, plus facile pour se rendre dispo. C'est vrai que pour les Européens, c'est plus facile. Et pour nos amis québécois, outre-Atlantique, mais c'est encore la période pendant laquelle ils sont en train de manger, donc ça reste relativement possible. Donc la question, c'est, voilà, j'ai une passion
pour l'art, comme nous dit Louise, et je viens d'avoir mon diplôme d'ingénieur. Comment exprimer ça à mes parents quand on veut devenir artiste alors qu'on a un diplôme d'ingénieur quand on est arrivé? C'est une thématique qui est très récurrente et pas seulement chez les hauts potentiels, mais plus particulièrement chez les hauts potentiels. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie très émotionnelle. C'est très, très, très présent chez le potentiel, la partie émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel. Et quand on a dans sa vie une passion, comme toi par exemple, Louise, qui est de devenir artiste, mais que tes parents sont là et souvent par bienveillance se disent non, il faut absolument que je donne tous les bagages à mes enfants, qu'il ait ses diplômes pour pouvoir avoir de l'argent et avoir un métier stable, etc. Tout ça. Je suis désolé, chers parents qui m'écoutez, je suis moi-même parent, j'ai 2 enfants qui ont 8 et 9 ans, donc je suis parent, je suis touché par ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. La manière de travailler que nous avions jusqu'à maintenant est révolue. C'est terminé d'avoir un boulot toute sa vie pendant 40 ans et ensuite partir à la retraite. Ce n'est plus d'actualité. C'était l'ancien monde, ça. Le nouveau monde, c'est différent. Les jeunes ont cette possibilité, cette ouverture de voyager, de communiquer à l'aide d'Internet. Et tout ça, ça paraît impensable, notamment pour un potentiel, de se dire, OK, ben, je vais faire ingénieur et je rentre pour 40 ans d'ingénierie toute ma vie, alors qu'en fait, ma passion, c'est d'être artiste. Bon, mes parents veulent que je fasse ça en dehors comme un passe-temps. Ils pensent que je ne peux pas gagner d'argent avec. Il faut suivre, je suis désolé si vous êtes parents, il faut suivre la vocation, l'envie que veulent vos enfants. Bien sûr, vous êtes là pour les guider. Donc, Louise, tu es là pour leur expliquer, chers parents, je sais que vous êtes là pour me guider, je sais que vous êtes là pour pas que je tombe dans des excès, que je fasse des erreurs dans ma vie. Mais moi, ma passion aujourd'hui, mon feu sacré, ma mission de vie, c'est d'être artiste. L'ingénierie, je l'ai fait pour vous, parce que ça vous faisait plaisir, parce que vous voulez de la sécurité pour moi, mais moi, ça me bouffe, c'est pas ça que je veux. Je veux être artiste et je trouverai un moyen de m'en sortir. Cela dit, attention, Louise, c'est un engagement que tu prends vis-à-vis de tes parents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une lubie de dire, tiens, je veux faire artiste comme ça pendant 6 mois, puis en fait, après, ça va me passer. Il faut vraiment que ce soit une mission de vie, quelque chose qui soit profond, qui soit ancré. Et si c'est le cas, tu leur dis, merci, maintenant j'ai mon diplôme d'ingénieur, je ne veux pas vous rendre triste, je le sais que je l'ai. Si jamais un jour je veux travailler, je pourrais ressortir mon diplôme d'ingénieur et m'en servir. Mais aujourd'hui, je veux au moins tester pendant que je suis jeune cette voie d'artiste qui me ferait vraiment plaisir. Et si jamais je me trompe, si je vois que d'ici 1 an, 2 ans, ça ne va pas, eh bien, je reviendrai à mon métier d'ingénieur et je rentrerai, entre guillemets, dans les clous. Et ce sera à toi maintenant, Louise, de prouver à tes parents que, justement, tu es fait pour être artiste. C'est toi, c'est ta passion, c'est ta vie. Donc, annonce-le de manière très diplomatique, annonce-le de manière très bienveillante pour que tes parents ne se sentent pas attaqués en disant soit vous m'avez servi à rien, soit vous êtes nul, vous êtes trop vieux. Non, vous êtes bienveillant. Merci. Alors, ça s'appelle la technique sandwich. Hein. Compliment, problème, compliment. Compliment, merci de tout ce que vous avez fait. Vous m'avez vraiment poussé en tant que parent. Par contre, problème, moi, je voudrais vivre ma vie d'artiste. C'est ça qui me plaît, pas d'être ingénieur. Cependant, je sais que vous avez tout fait pour me garder dans les clous, tout ça, mais merci de ce que vous avez fait, mais je préfère tester autre chose. Donc, méthode sandwich, et tu leur annonces, et normalement, ça devrait mieux passer. Alors, que me dites-vous dans les commentaires? N'hésite pas à réagir dans les commentaires par rapport à ça. Si toi-même tes parents, si ça t'est arrivé en tant que potentiel d'avoir des parents qui t'ont forcé à avoir un métier comme ça qui ne te convenait pas et de partager justement ce que ça a pu causer après. En général, ça cause des frustrations. Bonsoir Asia, bonjour Showmin, bonjour Anne-Christine, bonsoir. Yes, le nouveau monde est là, nous dit Minako. Merci Minako. Hello Julie aussi. Hello Phil. Premier live jeudi. Allez, j'enchaîne directement pour traiter un maximum de questions pour que vraiment on puisse avoir tout le contenu dont vous avez besoin. Une question de Lionel qui me dit « En quoi le positionnement de l'Université des hauts potentiels est-il différent de l'organisation du Mensa ?» Alors le Mensa, c'est une association qui a des antennes un petit peu partout dans le monde, une association de haut potentiel, de surdoués plutôt. Il y a un test d'entrée. Le test d'entrée se fait sur un test de QI que le Mensa a normé. Pour lui, ce n'est pas un test Vice 4, c'est un test que le Mensa a créé pour le Mensa comme un test d'entrée à l'association. Donc, ne sont dans l'association du Mensa que les gens qui ont soit passé un test Vice 4 et sont déclarés comme haut potentiel, soit qui ont passé l'examen
en pratique, il faut aller sur place pour passer l'examen d'entrée au Mensa, et ça regroupe uniquement que des surdoués. Et comme me dit Lionel, en quoi le positionnement de l'université est différent? C'est vrai qu'on a un positionnement très similaire entre le Mensa et l'université de haut potentiel. Je veux pas dire du mal du Mensa, parce que c'est pas ça, mais le Mensa, de ce que moi j'en ai retiré, c'est que c'est une association qui s'est un petit peu essoufflée. Elle avait à l'origine de la création, les deux personnes qui ont créé le Mensa, c'était très, très intéressant. C'était totalement aligné avec tout ce que fait l'université aujourd'hui. Mais seulement, ça s'est dilué. Et aujourd'hui, c'est devenu plus un club, une association de rencontres de haut potentiel dans lequel on vient, on échange tout ça. Mais il n'y a pas vraiment d'action. C'est-à-dire que les hauts potentiels viennent, se rencontrent, discutent, voilà, discute, mais il n'y a pas d'action, il n'y a pas de quelque chose qui en ressort de concret, de pragmatique pour aider tous les autres potentiels et pour aider aussi l'humanité au sens plus large. Tandis que l'université, on est vraiment dans des actions pragmatiques. On met en place des formations pour aider nos potentiels à aller mieux, à devenir même performants et ensuite aider à la fois les autres potentiels et aussi l'ensemble de la population. Donc, on est totalement aligné dans la même mission entre le Mensa et l'université de potentiel, sauf que le Mensa, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est un petit peu essoufflé et c'est un petit peu sclérosé dans son fonctionnement. Et nous, on a un fonctionnement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus léger, puisqu'on est une entité beaucoup plus dense. Autre question de François. Oula, François nous a posé beaucoup de questions. Il nous dit: comment fonctionne le normopensant? Comment fait-il pour être satisfait, motivé, sans viser plus loin? Comment fait-il pour croire qu'il comprend malgré toutes les possibilités inexpliquées? Comment sont-ils que je ne suis pas? J'ai toujours pensé que j'étais nécessairement pareil, à tort. Maintenant, j'aimerais être conscient de toutes mes fausses croyances. Alors, beaucoup de questions, François. Je vais aller regarder juste vos commentaires. Hello Geoffrey qui nous a rejoint. Nadine, bonsoir. Julie. Sandrine, hello. Donc, pour répondre à cette question qui est fort intéressante, comment fonctionne le normopensant et comment fait-il pour être satisfait, motivé, sans viser plus loin? Comment fait-il pour croire qu'il comprend malgré toutes les possibilités d'expliquer? Donc, François me demande d'expliquer le fonctionnement du normopensant. Quelle est la différence par rapport au potentiel? Le normopensant a un fonctionnement beaucoup plus linéaire. C'est-à-dire que, alors moi, j'aime pas mettre dans des catégories, dans des cases, parce qu'il y a beaucoup plus comment on appelle ça, de nuances entre les hauts potentiels et les normopensants, les neurotypiques. Mais si je devrais catégoriser ces normopensants, les neurotypiques, donc ils ont un fonctionnement beaucoup plus linéaire. C'est-à-dire qu'ils vont faire les choses après les autres et ils vont les mettre en place de manière chronologique. Voilà, je fais l'étape 1, après je fais l'étape 2, après je fais l'étape 3, je fais l'étape 4, etc., etc. Comme on nous a appris à l'école, tu fais un plan, introduction, entrée, thèse, antithèse, synthèse. Tout est linéaire chez le normopensant. Le haut potentiel est très arborescent, c'est-à-dire qu'il va avoir plusieurs pensées en même temps, il va avoir plusieurs axes de réflexion, il va avoir plusieurs passions en même temps. Tout est très arborescent chez le haut potentiel et les connexions, la vitesse de pensée est beaucoup plus rapide. Donc le normopensant fonctionne avec un petit peu moins de rapidité, c'est vrai. C'est infime, mais un fonctionnement neuronal un petit peu moins rapide. Et surtout, il arrive à se formater avec ce que lui demande la société. Le haut potentiel n'arrive pas à se formater avec la société, c'est-à-dire n'arrive pas à rentrer dans le moule, n'arrive pas à rentrer dans le métro, boulot, dodo, 8 heures de travail, rentrer à la maison, regarder ce qu'il y a à la télévision, etc. Le haut potentiel n'y arrive pas. Le normopensant y arrive, peut-être avec un certain regret, avec un certain mal-être, mais il l'accepte et il peut l'accepter toute sa vie. Le haut potentiel va l'accepter à un moment, mais il va bouillir telle une cocotte minute et à un moment dans sa vie, ça va exploser, soit exploser en colère, soit exploser en dépression, mais le haut potentiel ne supporte pas cette vie linéaire, monotone, que peut supporter un normopensant. Donc c'est déjà une des grandes différences entre les deux. Et pourquoi ils sont satisfaits, motivés sans viser plus loin? Alors c'est un petit peu péjoratif de le présenter comme ça, mais le normopensant
se conforme plus facilement. Donc, si on lui dit que voilà, travailler, si on résume la vie, c'est comme ça, tu fais tes études, tu sors, tu as un boulot, tu travailles, arrivé à 60 ans, tu as la retraite, tu profites et puis après tu meurs, le normopensant va l'accepter en disant oui, c'est vrai que c'est comme ça la vie, et puis voilà, il faut que j'ai mon métier, il faut que ce soit linéaire, etc. Quelques petites folies de temps en temps, et puis voilà. Le haut potentiel, non, lui, il veut faire plusieurs passions, plusieurs métiers, plusieurs activités. La monotonie ne fait pas partie du point d'entente entre le haut potentiel et le normopensant. Alors, quelles sont vos réactions? Alice nous dit, une amie au Mensa me disait qu'il s'agissait plus de faire des rencontres avec un poil d'élitisme. Je vous fais un retour si elle me convie à un événement, s'ils reprennent. Oui, c'est un petit peu ça, tout à fait, Alice, c'est exactement ça. Nadine, comment parvenir à se recentrer parmi toutes les envies réalisables dans un projet? J'aimerais des trucs concrets. Alors Nadine, il faut poser la question dans la feuille de commentaires parce que sinon, je ne prends que des questions qui sont en rapport avec les questions que je traite. Hein. Donc tu me dis comment parvenir à recentrer parmi toutes les envies. Pose ta question, j'y répondrai sans souci. Hello Isabelle, hello Julie, pardon. Ok. Alors, question suivante qui nous a été posée par Alain qui nous dit ai-je le potentiel pour devenir une personne de votre équipe pour votre projet futur? Cela serait un très beau défi à réaliser pour moi. Bien à vous. Alors, Alain, comme tu as dû le voir, comme vous avez dû tous le voir, on a mis en place un processus de recrutement pour renforcer les membres de l'équipe. Donc, il suffit tout simplement de candidater. Il y avait des dates de candidature et après, on traite les candidatures. Il faut avouer qu'on a un système de recrutement qui est extrêmement sélectif pour avoir vraiment la crème de la crème. Donc, ça prend un petit peu de temps. Christophe, comment arriver à prendre sa place dans une relation ou dans une entreprise ou dans le monde de brut dans lequel on est quand on est HPE? Merci pour votre générosité. Alors, prendre sa place dans une relation ou dans une entreprise, le haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, un quotient émotionnel très élevé, c'est-à-dire qu'il va souvent être submergé par ses émotions s'il n'arrive pas à les canaliser, ou qui va souvent avoir un ressenti très fort, un feeling très fort, parce qu'il a tous ses sens émotionnels en éveil, ses sens émotionnels lui donnent des bonnes réponses. Eh bien, si tu cherches à trouver ta place, il va falloir que tu apprennes à canaliser tes émotions. Les émotions, si elles partent dans tous les sens, ça devient envahissant, ça nous submerge, on se sent noyé parfois. Donc, il faut arriver à canaliser ces émotions. Alors, comment on fait pour canaliser ces émotions? Déjà, il faut apprendre à se connaître soi-même, c'est-à-dire savoir décrypter chaque émotion qu'on vit au moment où on la vit. Et c'est pas juste dire « Ah tiens, je suis en colère, je suis bien ». Non, c'est « Ah tiens, je suis en colère ». Mais est-ce que c'est vraiment de la colère? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de l'envie? Il faut arriver à décrypter précisément quelles sont les émotions que l'on vit au moment où on les vit. Et en général, ces émotions, elles arrivent avec des symptômes physiologiques. Ça peut être un frisson, ça peut être une boule au ventre, ça peut être la gorge qui serre, ça peut être un sourire. Et quand on arrive comme ça à décrypter ces émotions, on peut mettre en place une canalisation de ces émotions et apprendre à se servir de ces émotions de manière intelligente, c'est-à-dire se dire, OK, tiens, je suis en train de ressentir quelque chose, en quoi cette émotion que je ressens peut m'être utile? Ah tiens, est-ce qu'elle va m'éviter un danger? Est-ce qu'elle va me signaler une opportunité? Tiens, cette personne qui est en face de moi, c'est bizarre, à chaque fois que je la vois, que je parle avec elle, j'ai un frisson. Est-ce qu'il y a une affinité que je devrais développer? Ou au contraire, dès que je vois cette personne, je sens comme un renfermement de ma poitrine. Donc, est-ce que cette personne est plutôt toxique pour moi? Et quand on apprend en tant que haut potentiel émotionnel à décrypter ses émotions au moment où on les vit, hein, pas à retardement, au moment où on les vit, et à les décrypter précisément, pas juste mettre 2-3 grands noms, mais à ce moment-là, on commence à utiliser son intelligence émotionnelle et on commence à savoir comment prendre sa place dans une relation, parce qu'on commence à décrypter comment on réagit, et dans une entreprise aussi. Et quand on apprend à décrypter ses émotions, si les émotions sont envahissantes, eh bien on peut mettre en place des stratégies pour les calmer, les apaiser. Si par exemple tu es dans une activité professionnelle et que parfois, avec tes collègues, les émotions te submergent, tu as envie de pleurer ou tu as envie de crier, des trucs comme ça, eh bien on peut mettre en place des stratégies pour calmer tout ça, des exercices de respiration, des exercices de visualisation. Et tout ça, c'est de l'entraînement parce que nous sommes au potentiel, nous sommes très différents, mais on doit quand même vivre en société, donc on ne peut pas vivre reclus dans une cabane en forêt. Donc si on a décidé en tant que potentiel de vivre
avec les normaux-pensants, il faut arriver à canaliser intelligemment ses émotions. Donc ça passe par l'apprentissage et la reconnaissance précise de ses émotions. Je donne toujours des réponses assez courtes parce que sinon je pourrais développer à chaque question pendant 1 heure. Ça serait très intéressant, mais ça serait très monotone par rapport aux personnes qui posent les questions. Alors, réponse, vos commentaires. Julie qui nous dit « Je trouve ça difficile d'être au potentiel émotionnel. Je travaille très fort à canaliser les émotions, mais c'est dur. » C'est vrai que c'est pas évident. Pourquoi c'est pas évident, Julie? Parce qu'en fait, notre cerveau, nos autoroutes neuronaux se sont renforcés avec la myéline parce qu'on a activé ces réseaux neuronaux avec ces émotions envahissantes et on les a laissés nous submerger. Et donc, notre cerveau a pris l'habitude de renforcer ces réseaux neuronaux émotifs. Et donc, quand on change ce comportement, là c'est de la neuroscience, hein, quand on change ce comportement, eh bien, au début, on a une difficulté à changer nos réflexes émotionnels. Donc, quand on va s'emporter, eh on va s'emporter, on ne va pas arriver à se calmer. Quand on va être triste, on va être triste, on va tomber au fond du trou. Alors qu'en fait, il y a des mécanismes comportementaux, se comporter différemment, en réaction à ces stimuli émotionnels, pour adapter un comportement qui va nous aider à recanaliser ces émotions et à les apaiser et les rediriger de manière positive. La tristesse, la colère, la douleur peuvent être des émotions qui, une fois canalisées, vont être des émotions constructives, constructrices. Je ne sais plus comment on dit. Mais si on les laisse plonger, ces émotions sont destructrices. C'est pour ça qu'il faut arriver à les canaliser, déjà les repérer, comme je disais tout à l'heure, repérer précisément ces émotions, et ensuite s'entraîner, ça c'est un travail d'entraînement, à canaliser ces émotions, et au bout d'un moment, ça va devenir naturel, et on aura beaucoup moins ces noyades émotives comme on peut les avoir. Xiaomi nous dit les émotions, on n'apprend pas ça à l'école. Malheureusement, on n'apprend pas ça à l'école, et pourtant, il le faudrait, ça serait un bienfait pour l'humanité entière d'apprendre aux enfants à reconnaître leurs émotions, à utiliser. Alors, certaines écoles le font, mais c'est 0,5% des écoles. Alice nous dit canaliser sans nier, j'ai mis du temps à voir la différence. Tout à fait. Exactement, Alice, tu fais très bien de le dire. Il ne faut pas nier ces émotions. Elles sont là, elles sont présentes. Si on les nie, on les refoule. Et là, c'est catastrophique. Il faut les canaliser. Parce que quand on a un fleuve émotif, mais ce n'est pas en mettant quelques pierres qu'on va arrêter un fleuve. Il faut juste canaliser. Et on ne peut pas stopper un fleuve. Donc, il faut le canaliser, mais jamais le nier. Tout à fait. Julie qui me dit juste à t'écouter, je pleure ému de tes propos. Ben, merci Julie. Alors, canalise, transforme en quelque chose de positif. Julie, si tu pleures, c'est bien, il faut libérer, mais justement, il faut que ça te libère pour quelque chose de constructif. Assia nous dit la PNL aide à comprendre ses émotions. Je suis entièrement d'accord avec toi. Assia, la PNL est un outil formidable pour réapprendre à utiliser ses émotions. Elodie nous dit recrutement, même pas peur de la sélection, je suis prête à rejoindre l'équipe, je sais que c'est ma mission, dis-toi que je suis l'assistante que tu cherches, vive la PNL. Super motivation, Elodie. Allez, je prends une autre question, puisque le but c'est quand même d'avancer. Alors j'ai oublié de vous le dire, mais le live dure un petit peu plus longtemps, il dure à peu près 1h30. Vous avez une demi-heure en plus de live avec moi. Alors, une question de Christophe qui nous dit comment arriver à prendre sa place dans une... Non, c'est ce que je viens de dire, pardon. Une question de Adrien. Adrien, bonjour. J'aimerais savoir si c'est possible d'avoir un entretien ou une psychologue. J'ai envie d'avoir confiance en cette personne. Je suis quelqu'un de très ouvert et pas dans la norme. Où puis-je choisir cette personne-là? Eh bien, Adrien, à l'université des hauts potentiels, tu envoies un mail à contact@universitédeshauts-potentiels.com où tu as un lien sous la vidéo si tu regardes depuis YouTube ou si tu regardes dans le replay, et tu peux prendre rendez-vous directement avec une personne, soit moi, une personne de mon équipe, pour t'aider. Parce que tu es une personne au potentiel, soit pour un dépistage du haut potentiel, un bilan plutôt de dépistage du haut potentiel, soit pour une aide, soit il y a les formations aussi. Donc, envoie un mail ou va directement sur le site de l'université et tu peux prendre directement rendez-vous. Sophie, comment aborder le sujet du haut potentiel avec un ou une amie ou un membre de ma famille que je pense est aussi haut potentiel, alors que moi-même, je ne peux pas en être sûr à 100% puisque je n'ai pas passé de test. C'est un sujet délicat sans vouloir passer pour une personne qui a une trop haute estime de soi-même. Alors, Sophie, le haut potentiel a un problème par rapport à tout ça, c'est qu'il a une grande facilité à s'auto-dévaloriser et à se remettre en question.
Donc, il s'auto-dévalorise, et c'est le syndrome de l'imposteur. C'est que, mais qui je suis pour penser que je suis potentiel, qui je suis pour penser que je suis intelligent, qui je suis pour penser que je suis supérieur. Et je me remets en question. Oui, mais j'ai quand même rendu ce travail, c'était superbe, mais quand même, ça aurait pu être mieux. Tiens, je sais jouer du violon enfin, je suis un professionnel du violon, mais quand même, c'est rien à voir par rapport à quelqu'un qui fait de la physique quantique. Donc, le haut potentiel s'auto-dévalorise, a le syndrome justement j'ai perdu le nom, de l'imposteur, et il a cette capacité à s'auto-dévaloriser, se remettre sans arrêt en question, ce qui fait que il a du mal à accepter qu'il pourrait peut-être, qu'il s'autorise à penser à être au potentiel. Alors souvent, ça peut arriver que ce soit une erreur d'appréciation, on se trompe, on se reconnaît dans quelques caractéristiques du haut potentiel, et en fait, en énorme pensant, c'est pas le cas, ou il y en a certains qui, de manière très égotique, se disent « moi j'aimerais bien être au potentiel, allez, je vais faire le test, je le passe, tout ça ». Ces gens-là, heureusement, sont très rares. La majorité de gens qui se posent cette question-là, c'est qu'ils ont une question fondamentale en train de se dire « mais c'est bizarre, j'ai vu des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai écouté des émissions qui expliquaient la descriptive des hauts potentiels, je corresponds à 90%, j'ai l'impression qu'on lit dans mon jardin privé, comme si on lisait dans mes pensées les plus profondes dans ces livres, dans ces vidéos, ça me correspond totalement, c'est la première fois que quelqu'un décrit quelque chose de manière aussi précise. Comment fait-il ou comment font-ils pour lire dans mes pensées? S'il y a ce réflexe-là qui vient, ça veut dire qu'il y a une forte suspicion de haut potentiel chez toi, Sophie. Le problème, c'est qu'on imagine toujours le haut potentiel, et je le répète encore une fois, comme un génie adulé de tout le monde qui réussit tout. Et donc, quand on dit peut-être que je suis au potentiel, ça veut dire, en gros, bah, peut-être que je suis un génie et je vais me la péter. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Les hauts potentiels sont plutôt en échec et en profond mal-être. Donc, il faut prendre ça sous un autre angle, Sophie, et se dire, tiens, je suis au potentiel. Imaginons que ce soit une tare, être au potentiel. C'est vraiment une tare, ça m'handicape. Est-ce que tu n'en parlerais pas plus facilement à ton entourage et tes parents? Plutôt que de dire, bah oui, en fait, je suis une génie, hein, je me la pète. Non. Imagine que c'est une tare. Tu vas dire, franchement, j'ai un problème, je me sens pas bien, je me sens pas aligné, un truc qui va pas, quelque chose qui m'handicape dans ma vie. Et je pense que ça vient d'un haut potentiel intellectuel ou émotionnel, mais ça m'handicape. C'est une tare dans la vie. Et là, de suite, ça va être beaucoup plus facile d'en parler autour de toi parce que tu vas plus te positionner en position de dire, je me la pète, je suis intelligent, je suis plus fort, mais plutôt en train de dire, je souffre, j'ai un problème, ça vient peut-être de là. Et en expliquant ça à ton entourage, ils vont beaucoup mieux l'accepter plutôt que de se le dire, bah, tiens, qu'est-ce que là, Sophie, elle se la pète, elle croit qu'elle est intelligente, alors qu'en fait, elle n'a jamais brillé dans ses études. Donc, présente ça, mets-toi dans cette situation où c'est un problème. Et ce sera beaucoup plus facile d'en parler. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui est lui aussi au potentiel, eh bien, la seule méthode diplomatique et facile pour lui en parler, c'est soit d'aller lui donner un livre de potentiel, dire tiens, lis ce livre, donne-moi ton envie, ou tu lui envoies une de mes vidéos, tu lui dis tiens, regarde ces 2 vidéos, ça dure 10 minutes, et tu me donnes ton avis. Et si la personne est vraiment au potentiel, elle va se reconnaître à 100%. C'est obligé, il n'y a pas photo. Donc si elle n'est pas au potentiel, elle va dire ouais, c'était sympa, il donne des trucs intéressants. Moi, j'ai fait lire des livres potentiels à certains de mes avis. Ouais, c'est intéressant, les trucs sont bien, je me suis reconnu dans 2-3 trucs. Ouais. Voilà, c'est tout, ça ne va pas plus loin. Un haut potentiel, quand il ouvre un livre de description sur les potentiels, il pleure. Il va se mettre à pleurer parce que il lit les pages de son jardin secret. Il lit la description la plus intime. Alors qu'un normal pensant va dire oui, je me suis reconnu un petit peu, mais bon, sans plus. Voilà. À tester, bien sûr, Sophie. Alors, vos commentaires. Angélique, question pour Siegfried. Comment se préparer à une première entrevue avec un hypnothérapeute, notamment pour traiter des troubles causés par la somatisation? Alors, je ne devrais pas prendre la question, mais je vais quand même la prendre, Angélique, parce que c'est quand même une question d'urgence. Si tu as déjà pris rendez-vous avec cet hypnothérapeute, comment se préparer à une première entrevue? Ne te prépare pas, Angélique. L'hypnothérapeute, je pense, c'est quelqu'un de très compétent qui va tout à fait savoir comment te mettre à l'aise et faire la séance. C'est un professionnel, donc il est là pour te guider. Donc laisse-toi guider, ne te prépare pas. N'intellectualise pas tout ça avant d'y aller. Première chose. Après, si tu veux vraiment, tu te poses des questions par rapport au fait que tu somatises certaines choses, c'est-à-dire que tu as des symptômes physiques, physiologiques par rapport à des troubles ou des névroses mentales, psychologiques, qui vont générer peut-être de l'eczéma, des crampes d'estomac, des ulcères, des trucs comme ça, et que tu fais de l'hypnothérapie pour ça, eh bien, il faut
lâcher prise. C'est-à-dire quand tu vas aller voir un hypnothérapeute, c'est très compliqué pour un haut potentiel. Donc je ne sais pas, Angélique, si tu es haut potentiel, si c'est plutôt tes enfants qui le sont pas, qui le sont ou pas. Mais quand on est haut potentiel, qu'on fait de l'hypnose, c'est très compliqué de se laisser aller. Parce que notre cerveau, avec le hamster qui tourne en boucle, est en train d'analyser tout ce que fait l'hypnothérapeute, il est en train d'analyser le protocole qu'il est en train de nous faire en nous racontant son histoire d'hypnothérapie. On est en train d'analyser nos propres réactions par rapport à l'hypnose. Et donc, c'est très difficile, alors qu'en fait, en séance d'hypnothérapie, il faut lâcher prise totale. Il faut se laisser guider comme un enfant qui dit c'est bon, j'abandonne tout, prends ma main et guide-moi les yeux fermés vers là où tu veux me mener. Donc, il ne faut pas chercher à intellectualiser avec un hypnothérapeute, notamment quand on est au potentiel. Petite recommandation avec l'hypnothérapeute, je ne le connais pas du tout, hein, donc, mais je te donne un petit conseil. Si tu es au potentiel, il faut que la séance d'hypnothérapie soit la plus exhaustive possible. C'est-à-dire qu'il doit t'expliquer le protocole, il va t'expliquer ce que c'est, les effets que tu vas avoir. Il faut qu'il réponde à toutes tes questions et il faut que le protocole soit un petit peu plus long que la normale au niveau de l'hypnose parce qu'un haut potentiel, il ne va pas lâcher comme ça. Il ne va pas tout de suite te mettre dans l'hypnose. Il faut faire lâcher le mental en premier. Donc, il faut d'abord que ton esprit soit rassasié sur ce qui va se passer, ce qui va être dit, ce que tu vas ressentir, comment ça fonctionne, etc. Et quand tu auras dans l'hypnose, il faut que l'hypnose soit longue, que tu aies le temps de lâcher ton mental. Donc, voilà, si ton hypnothérapeute te dit, moi, tu vas voir en 2 tacs, top, hop, hop, je te fais un petit claquement de doigts, tu dors et puis c'est bon, tout est géré. Dis-lui, pour moi, je préférerais une séance un petit peu plus longue. Voilà. Et Sébastien Gourrier nous a rejoint. Hello Sébastien, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Valérie, tu nous dis, il y a plusieurs associations qui forment des adultes pour apprendre la méditation et à canaliser ses émotions, dont l'AME, Association pour la méditation dans l'enseignement. Et si cela peut intéresser certains, voilà. Mais merci de partager, Valérie, cette association qui nous partage comment méditer. La méditation aide à canaliser ses émotions. Les émotions, il faut savoir que les émotions, ce sont des électrons libres. C'est de l'énergie, les émotions. L'énergie non canalisée, l'énergie qui n'est pas canalisée, eh bien, va partir dans tous les sens. Et ça va être une débauche d'énergie gaspillée. Tandis qu'une émotion libérée et canalisée, là, ça devient constructif. Ça devient une énergie puissante, l'émotion. Et on la canalise comment? Avec l'entraînement, comme j'ai dit. Et l'entraînement, c'est aussi la méditation. Merci de l'avoir signalé, Valérie. C'est méditer, c'est respirer, se recentrer avec le moment présent. Et tous ces entraînements-là vont renforcer nos réseaux neuronaux, je parle trop vite parce que je suis fatigué, et nous aider à avoir un comportement différent vis-à-vis de nos émotions. Alors, qu'est-ce que... Elodie nous dit, défi pour dépasser le syndrome de l'imposteur, faire plutôt que par faire, ne pas écouter sa petite voix intérieure négative et la transformer. Tout à fait, Elodie, je suis entièrement d'accord. Bonsoir Catherine. Xiaomi nous dit, j'ai l'impression que les hauts potentiels se découvrent quasiment que quand ça va mal, quand ils sont à bout. Malheureusement, oui, Xiaomi. C'est un comportement tout à fait humain. Et le haut potentiel est humain, on a tous le même ADN, sauf qu'on a le côté trop dans toute la thématique de notre vie. Donc, effectivement, le haut potentiel se découvre quand ça va mal, ou quand il y a un burn-out, quand il y a qu'un truc qui va bien. Quelqu'un qui est bien, qui est épanoui, qui va bien, il ne va pas aller voir le médecin, quelqu'un qui est en pleine santé. Il ne va pas aller voir un docteur. Normalement, il faudrait, hein, dans la médecine asiatique, ils vont voir le médecin quand ils vont bien, justement pour ne pas tomber malade. Quelqu'un qui va bien, pour lui, ça va bien. Donc, s'il est très bien en tant qu'haut potentiel, et on a des hauts potentiels qui sont épanouis, ils ne s'en rendent pas compte, sauf s'ils tombent sur un livre, qu'ils voient une émission, une vidéo, et qu'ils font attention. Donc, effectivement, les hauts potentiels ne se découvrent au potentiel que quand il y a un truc qui ne va pas, un truc qui cloche, un mal-être, une différence, et qu'ils vont chercher comment s'explorer pourquoi il y a cette sensation de différence, de mal-être, que je n'ai pas réussi à résoudre. Et là, à ce moment-là, effectivement, ils se découvrent. Alors, voyons voir la prochaine question, mes amis. Prochaine question de la ligne rouge. Question de Kinga. Kinga qui nous dit, qu'en est-il de la douance dans d'autres pays? J'habite en Hongrie et il me semble que ce phénomène est largement méconnu chez moi. Dans les manuels de psychologie hongrois, le thème anglophone giftness apparaît dans la bibliographie, mais je constate des différences entre l'approche française et anglo-saxonne quant à la douance. Comment serait-il possible d'informer les psychologues hongrois sur ce phénomène alors que la littérature spécialisée fiable que je connais est en français et que même les psychologues français sont parfois sceptiques
concernant la douance. Personne ne me croirait peut-être si je traduisais des livres sur la question. Alors oui, effectivement, Kinga, c'est compliqué. Et la Hongrie, alors je ne connais pas particulièrement les psychologues hongrois, mais je connais très bien les psychologues anglo-saxons, et notamment les psychologues français. Et le monde du haut potentiel, la thématique du haut potentiel est une thématique qui divise parfois les thérapeutes et les experts de la douance. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs courants, et c'est normal, c'est bien, ça nous permet justement d'aller explorer plus profondément. S'il n'y avait qu'un seul axe de réflexion, on n'évoluerait pas trop. Donc c'est bien qu'il y ait plusieurs courants de réflexion sur le potentiel pour savoir qui a raison, qui a tort, qui fait avancer de manière constructive tout ça. Mais il y a plusieurs courants. Il y en a qui disent que le haut potentiel, c'est le test de QI Vice 4 au-dessus de 125 ou de 130 de QI, on est au potentiel en dessous, on ne l'est pas. C'est le monde clinique académique. Ce n'est pas celui auquel j'adhère. Donc il y a ce monde-là. Voilà. Tout ce qui n'est pas au potentiel, pas au-dessus de 125, c'est pas au potentiel, ne m'en parlez pas. Donc, voilà, c'est clair. Il y a le courant de ceux qui disent le haut potentiel, c'est de la connerie en barre, parce qu'en fait, c'est juste des gens qui ont un fonctionnement différent, mais tout le monde peut être comme eux. Il y a des choses qui sont intéressantes dans cette voie-là à explorer. C'est très intéressant. Il y a une partie de vérité, je n'y adhère pas à 100%. Et il y a ceux qui disent aussi, voilà, le haut potentiel, c'est un fonctionnement bien plus compliqué que juste un chiffre de QI, et c'est bien plus compliqué que juste un normopensant qui brille. Et donc, il y a un fonctionnement très spécifique qui va parfois même plus loin que le raisonnement physique. Ça rentre parfois dans la physique quantique, tout ça. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Quand on touche les psychologues, la littérature de psychologie, tout ça, la psychologie moderne essaye de mettre les gens dans des cases. Et c'est normal, c'est le protocole de la psychologie de dire, voilà, quel protocole de traitement thérapeutique on pourrait adopter pour tel profil de personne. Donc, il faut faire rentrer les gens dans un profil ou dans un autre pour les protocoles. Hein, on ne peut pas faire de micro-traitement psychologique quand on met au point des protocoles psychologiques, de thérapie psychologique. C'est pour ça que tout est un petit peu trop normé dans le milieu académique et clinique de la psychologie moderne, parce que justement, il faut que les gens rentrent dans les cases. Et le haut potentiel ne rentre pas dans les cases. Ou s'il rentre dans une case, il déborde comme un arc-en-ciel. Ça ne reste pas dans une case. Donc, si tu habites en Hongrie, que tu veux sensibiliser la Hongrie, eh ben, traduis des livres, c'est très bien. Ou sinon, tu peux même traduire les vidéos de l'Université de haut potentiel. Je te donne le carte blanche si tu veux traduire des vidéos, mettre des sous-titres en hongrois et le partager en Hongrie. Avec plaisir, on te donnera même accès à tout ce que tu veux comme outil pour le faire, Kinga, si tu veux partager tout ça et éveiller un petit peu les esprits. Mais sinon, tu peux très bien proposer de traduire des livres. Alors, le milieu, je ne pense pas qu'il soit aussi ouvert que moi en train de te dire, mais vas-y, traduis notre livre et puis on verra. Non, il va falloir que tu rendes, que tu prouves que tu es une lectrice experte, tout ça. Je connais parce que j'ai écrit plusieurs bouquins, donc je sais que la traduction, c'est du milieu littéraire, c'est un petit peu compliqué. Donc, tente de traduire un livre, ou même écris un livre si tu t'en sens la capacité, ou sinon, sous-titre nos vidéos de l'université, avec aucun problème, on t'aidera même à me le faire, si tu veux traduire les vidéos en hongrois. Alors, voyons voir un petit peu les commentaires pour que ce soit interactif. L'EMDR est très efficace, par contre, nous dit Karine. Excellent, Karine. L'EMDR, c'est un très bon outil qui permet de régler beaucoup de choses. Moi, je suis particulièrement fan des thérapies brèves. L'EMDR, c'est une thérapie brève parce que ça va très vite. Moi, je suis pas pour les thérapies de psychanalyse qui durent 5 ans, où on s'allonge pendant 5 ans. Et déjà, c'est très coûteux. Au niveau du temps, c'est très long. Au niveau résultat, c'est très long aussi. Je suis pour les thérapies brèves. Le MDR est une thérapie brève, donc bravo, il faut faire de l'MDR. Sabrina nous dit oui, problème du faux self lorsqu'on s'identifie à lui. Après, je suis en train de me rendre compte par mon expérience, c'est que quand on en a pris conscience, après on s'en sert comme un vêtement que l'on porte quand c'est utile. Ok. Alors, Angélique, je suis en cours de diag pour le TSA-HP. Merci pour tes conseils, SIG. Je vais donc lâcher prise autant que possible. Rendez-vous début juin. Mais écoute, Angélique, n'hésite pas à revenir vers nous ou nous envoyer un mail si tu as besoin de renseignements complémentaires par rapport à tout ça. Attention avec le TSA, hein, Angélique. Le TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme et le haut potentiel. Angélique, fais très attention avec ça. Parce que tu vas aller voir 10 psychologues, tu vas peut-être avoir 10 diagnostics différents. Parce que le trouble du spectre de l'autisme, aujourd'hui, c'est devenu une sorte de mode.
de dire que tout le monde est autiste ou que tout le monde a un trouble du spectre de l'autisme. On va un petit peu temporiser, tu vois. Donc, il y a l'autisme Asperger, où là, c'est l'autisme surefficient, le surdoué, autiste. Là, on le reconnaît de suite. Mais tout ce qui est du trouble du spectre de l'autisme, le TSA, on le voit beaucoup moins. Donc, on pourrait très bien, je pourrais avoir des troubles du spectre de l'autisme. Je vais y arriver. Ça, c'est parce que je me suis couché tard hier soir. Et j'ai fait une journée complète de consultation, donc je suis fatigué. Moi-même, si j'avais un trouble du spectre de l'autisme, ça serait très difficile de le voir parce que c'est très fin comme analyse. Seulement, il y a certains points qui font que on différencie totalement le trouble du spectre de l'autisme dû au potentiel. Et le problème chez certains analystes, chez certains psychologues, chez certains thérapeutes, c'est qu'ils confondent le haut potentiel et le trouble du spectre de l'autisme, ou alors ils mettent ça ensemble parce qu'en fait, quand on fait passer certains dépistages du trouble du spectre de l'autisme dans des protocoles cliniques, eh bien, le haut potentiel va répondre presque à 90% des questions comme un autiste, alors qu'il ne l'est pas du tout. Et il y a certains points très différenciants entre le trouble du spectre de l'autisme et le potentiel. Donc, si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, Angélique, on pourra développer. Donc, fais attention, si on te diagnostique pour un trouble du spectre de l'autisme, prends-le un petit peu avec des pincettes. Ne te dis pas, ah, ça y est, je suis autiste, je suis différente. Prends avec des pincettes, c'est un diagnostic parmi un autre. Ne prends pas ça comme une vérité absolue et essaie de temporiser ça dans le fait que c'est peut-être pas le cas. Donc, je dis ça en connaissance de cause pour des cas de personnes qui ont été mal diagnostiquées par rapport à ça. Valérie, sur la méditation, il y a aussi le MBSR, méditation basée sur la réduction du stress, qui consiste en une dizaine de séances en groupe et une journée à méditer. C'est intéressant, je ne connaissais pas le MBSR. En ce moment, beaucoup la peur de mourir qui revient, tension trop élevée malgré mes docs. Mon homéo me dit que cette tension est liée aux peurs, mais je psychote dessus et je suis en surstress. Des outils rapides pour lâcher prise, d'autres HP dans ce cas. Alors, je peux t'en parler. Vebo, Véronique, je ne sais plus. Quand tu as des angoisses comme ça, de la peur de mourir qui arrive et que tu as la tension qui monte, ça ne va pas, tu es dans des grosses crises. La crise d'angoisse avec la peur de mort imminente, des symptômes physiologiques, des douleurs, des compressions, tout ça, c'est très difficile à gérer. La première chose, c'est de se dire, OK, parmi toutes les autres crises d'angoisse que j'ai fait jusqu'avant, comment ça a terminé? Est-ce que je suis vraiment morte? Tu vas te rendre compte que si tu te poses la question, non, ce n'est pas le cas. Donc, jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Ça s'est bien terminé en tout cas. Donc, si tu as une crise d'angoisse, c'est de se dire, OK, encore une nouvelle crise d'angoisse, je sais que ça va terminer bien. Donc déjà, ça va baisser un petit peu la pression. Deuxième réflexe par rapport à une crise d'angoisse, c'est repérer dès le début les symptômes et pas d'attendre d'être dans la crise d'angoisse pour réagir. Dès le début, tu vas commencer à sentir une sorte de malaise, tu n'es pas très bien, tu sens une petite angoisse qui monte. Dès ce moment-là, il faut réagir. Exercice de méditation et de respiration. Donc, tu t'assois, cohérence cardiaque, comme j'explique souvent dans la vidéo, respiration sur 5, expiration sur 5, tu te recentres sur toi. La respiration et surtout l'expiration va faire baisser, c'est le frein qui va te permettre de faire baisser la crise d'angoisse qui monte. Et donc, si tu fais l'exercice de respiration, relaxation du diaphragme, tu peux même te masser le diaphragme. Et ça va t'aider. Si tu ne supportes pas de rester en place quand tu as une crise d'angoisse, tu marches en faisant la cohérence cardiaque. Tu marches en expirant sur 5, expiration sur 5, et ça va déjà beaucoup t'aider. Et la crise d'angoisse s'étendome, c'est-à-dire qu'il y a un pic, ça monte, il y a un sommet où la crise d'angoisse est au top, et après ça va redescendre. Donc il faut simplement que cette courbe monte le moins rapidement possible, qu'elle soit le plus plate possible, et tu vas voir qu'en t'entraînant, tu vas ressentir l'angoisse de plus en plus tôt, tu vas prendre les réflexes de plus en plus tôt, et tu vas finir qu'avec des petites angoisses que tu vas réussir à gérer. C'est vrai que ce n'est pas agréable, mais prends-le le plus tôt possible et réagis de suite. Alors, Angélique nous dit, s'il s'agit d'une piste sur le syndrome d'Asperger qui a été dissimulée dans la dénomination TSA, c'est un diagnostic en centre de ressources autisme suite à mes recherches sur les HP. Alors, si tu as fait ça en centre d'autisme, et ce sont des experts, fais-leur confiance. Très bien. Ok, allez, je reviens sur les questions de la ligne rouge. Il est 19h46, nous sommes dans les temps. Une question
de Vincent qui nous dit « Bonjour Siegfried, j'aimerais savoir si le test de détection HPI-HPE est adapté à la détection des borderlines, ce qui tendrait à être mon cas cordialement. » Alors, dans notre bilan de détection, dans notre bilan de douance que l'on fait au sein de l'Université de Haut Potentiel, on a inclus dans ce bilan de détection des diagnostics pour tout ce qui était TSA, troubles du spectre de l'autisme, TDAH, des troubles de l'hyperactivité, des troubles du borderline. On a mis beaucoup de sous-tests qui nous permettent, dans certains cas, on ne le fait pas à chaque fois, mais quand le thérapeute dit cette personne-là a une suspicion, je lui fais faire le test dans le protocole pour justement écarter tous ces problèmes-là. Donc, ce qui fait que lorsque tu reçois ton bilan de détection de la douance, on t'explique comment tu fonctionnes, tout ça, et on va dire, voilà, pour trouble du spectre de l'autisme, diagnostic négatif, pour l'hyperactivité, diagnostic négatif, pour le borderline, diagnostic négatif, etc., etc. S'il y a une suspicion, on va te dire, attention, il y a une suspicion de troubles de la personnalité borderline. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire tout le test d'un coup, ça veut dire qu'il va falloir explorer. Donc, quand on fait un bilan à l'université de haut potentiel, tu as ce type de réponse-là. Le test VICE-4 n'est pas fait pour ça à la base. Donc, tu n'auras pas ce diagnostic-là, sauf si le psychologue est quelqu'un qui va faire attention à tout ça, qui va peut-être aller un petit peu plus loin que le minimum syndical. Donc, le test de détection HPI-HPE est adapté. Est-ce qu'il est adapté à la détection des borderlines? Ça en fait partie, mais ce n'est pas un test de détection des borderlines. Il faut d'abord, c'est pour ça que nous, dans le protocole du bilan de détection de la douance, on a toujours un rendez-vous préalable pour justement déceler ces problèmes-là en amont. Et quand une personne prend rendez-vous, on passe une demi-heure avec elle pour savoir si elle n'a pas des troubles borderline, si elle n'a pas ce qu'on appelle des problèmes psychologiques ou des névroses qui pourraient invalider le dépistage de la douance. C'est pour ça qu'on a ce rendez-vous avant. Premièrement, c'est de dépister s'il n'y a pas une névrose ou un problème psychologique. Deuxièmement, c'est de savoir s'il y a vraiment une suspicion de la douance ou si c'est une erreur. Et troisièmement, c'est de savoir s'il y a un réel bénéfice à passer le test ou si c'est juste besoin d'avoir un test parce que je veux savoir si je suis HP et que je suis intelligent. Voilà. Et à partir de là, après, on peut passer le test. Alors, j'ai... Hop, il faudrait que je vais reclasser un petit peu le format de la... Voilà, pour avoir... Voilà, c'est mieux. Alors, j'ai une question d'un anonyme qui nous dit « Pourquoi chez les enfants indigos, pourquoi citer les enfants indigos ?» Pour l'interrogation. C'est une secte dangereuse avec des gourous et pervers narcissiques au pouvoir, c'est certain. Alors, je ne suis pas aussi clivant que ça. Ce qu'on appelle enfant indigo, alors il y a enfant indigo, enfant stellaire. Pour moi, mon point de vue, c'est que ce sont différents vocabulaires pour expliquer la même chose. Le problème avec la religion, avec la science, c'est qu'on dit à peu près la même chose, mais avec un vocabulaire différent et avec un folklore différent. Mais on dit quasiment tous la même chose. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de magnifique à l'époque où nous vivons aujourd'hui, et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on vit une époque magnifique, on est en train de se rendre compte que la religion ou la philosophie, bouddhiste, etc., rejoint la science, et on est sur le point de se rendre compte qu'effectivement, on dit tous la même chose. Parce que la physique quantique et le monde quantique, qui est le monde de l'abstraction totale de la science, est en train de découvrir des choses que la religion dit aussi, et on est en train un petit peu de converger vers la même chose. On se rend compte que certains disent, oui, mais en fait, c'est le champ de supercordes d'un côté, pour la science, et de l'autre côté, eh bien, comment on appelle ça, alors pour trouver un nom assez qui puisse mettre d'accord toutes les religions, c'est le paradis du bonheur, voilà, c'est le bonheur, c'est le paradis, et en fait, de l'autre côté, c'est le champ de supercordes. En fait, tout ça, ça se rejoint avec un vocabulaire différent. À partir du moment où on supprime le nom qu'il y a sur l'objet et qu'on se dit, OK, je suis assez ouvert d'esprit pour dire que certains disent que ce sont des enfants indigos, d'autres disent que ce sont des enfants qui sont précoces, les deux disent la même chose. Là où ça pose problème, c'est quand l'orientation diverge, quand la religion va dire non, la religion interdit de faire ci, de faire là, ou oblige à faire ci, faire là. Là, c'est un problème. Ou quand la science dit non, c'est pas ça, c'est dangereux de faire ci. Là, on est dans des divergences de chaque thématique, science et religion, divergences qui sont dangereuses. Mais le mot qu'il y a dessus, citer les enfants indigos, moi, ça ne me gêne pas. Il y en a qui disent indigo, il y en a qui disent précoce.
C'est pareil, c'est la même chose. Ceci étant dit, passons à la suite. Un anonyme qui nous dit « C'est au sujet des pervers narcissiques. Si on lui met son problème en face, y a-t-il une chance qu'il change ou son comportement est définitif ?» Je réponds à ta question après avoir regardé les commentaires parce que la réponse va être un petit peu longue. Isabelle, un truc qui marche pour la crise d'angoisse, décrire à haute voix ce qu'on est en train de faire, ça marche. Ah, décrire à haute voix, oui, ça peut être intéressant de détourner son attention en expliquant, en verbalisant. Vie beau temps, vie mort. Xiaomi nous dit la théorie du tout, oui, tout à fait, la théorie du tout, oui. Alice, science et religion perdues trop longtemps dans la tour de Babel. Oui, effectivement, ça peut être le cas. Alors, je reviens à cette question sur les pervers narcissiques que je vais traiter de manière claire. Si on met, donc cette personne nous dit, si on lui met son problème en face, il y a une chance qu'il change son comportement définitif, ou son comportement est définitif. Le pervers narcissique, et je vais parler du pervers narcissique structurellement accompli, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une perversion narcissique complète. Il n'a pas juste un comportement pervers, parce que nous avons tous des comportements pervers narcissiques, mais nous ne sommes pas structurellement accomplis en tant que pervers narcissiques. Donc on a tous ces petites névroses narcissiques, des jeux de perversion qui sont dans notre nature humaine, mais ce n'est pas dangereux ni handicapant. Lorsque le pervers narcissique est structurellement, au niveau de son esprit, accompli dans sa perversion négative, j'insiste, parce qu'il y en a qui disent accompli c'est positif, non, accompli dans la négativité, on ne peut pas le changer. Le pervers narcissique ne va jamais accepter qu'il va mal. C'est un petit peu comme si le fou ne sait jamais qu'il est fou, parce qu'il ne se pose pas la question. Et si on lui dit qu'il est fou, il dit « mais non, je ne suis pas fou, moi », parce qu'il ne s'en rend pas compte. Le pervers narcissique, déjà, ne s'en rend pas compte et ne l'acceptera jamais dans sa structure de pensée. Donc, même si tu lui mets sous le visage, tu lui prouves par A plus B que tu es un pervers narcissique, regarde tel comportement, tout ça, il va dire non. Son esprit refuse catégoriquement. Le problème, c'est que certains vont mimer l'acceptation, dire « Ah oui, effectivement, je me comporte bien. Oh, mais excuse-moi, je me comporte mal, mais je vais changer, ça va aller mieux. » Attention, un pervers narcissique structurellement accompli ne changera pas. Malheureusement, la seule solution, c'est s'écarter, couper le contact. Compact, pas de contact du tout, pas de mail, pas de message, pas de réponse, etc. La seule solution, c'est de tout couper. C'est dur quand il y a des enfants au milieu, quand il y a de la famille au milieu. C'est un passage très dur, mais c'est la meilleure solution, c'est de couper le contact parce que le pervers narcissique ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas détruit sa victime. C'est une machine à détruire psychologiquement sa victime parce que lui, il va se nourrir comme un vampire de tout ça et donc il n'ira bien que si la personne est détruite en face de lui. C'est un cycle sans fin qui va se répéter pour lui jusqu'à la fin de sa vie. Question d'un anonyme qui nous dit « D'où vient ce sentiment de multidimension? Est-ce le fait d'analyser une situation donnée mais qui donne différentes perceptions ou directions, en bref, différentes conclusions? Merci de garder mon anonymat. » Alors, d'où vient ce sentiment de multi... Alors, il aurait fallu être un petit peu plus explicite parce que je manque de matière pour te répondre et j'ai du mal à cerner ce que tu veux dire. D'où vient le sentiment de multidimension? Est-ce le fait d'analyser une situation donnée mais qui donne différentes perceptions ou directions, ou bref, différentes conclusions? Alors, je vais partir d'après ce que je comprends, d'après ce que tu me dis. D'où vient le sentiment de multidimension? Alors, je dirais que en fait, c'est le fait de voir un sujet, un thème, un problème sous différents angles à la fois. C'est le propre du haut potentiel lorsqu'il y a une situation sociale ou un problème à résoudre, de ne pas le voir juste sur une facette, mais de voir toutes les facettes et de retourner dans tous les sens et d'avoir toutes les possibilités à la fois pour trouver la solution. C'est ce que je vais comprendre quand tu parles de multidimension. Je ne vais pas rentrer dans le spirituel ou la physique quantique de la multidimension, parce que quand tu me parles de sentiment de multidimension, c'est le sentiment d'explorer les choses de différentes manières à la fois. C'est le propre de l'esprit du haut potentiel d'être comme ça. Donc ce sentiment-là, il est structurel au niveau du fonctionnement
neuronal et psychologique du haut potentiel. Donc, le haut potentiel ne peut pas regarder un verre que sur une face. Il va regarder le verre en voyant toutes ses faces. Il va se regarder en regardant le verre. Il va se dire, tiens, d'où vient le verre? Pourquoi le verre est là? Avec quoi avait été fait le verre? Donc, il y a une multidimension dans tout ça. Et tu nous dis après, si j'ai bien compris, en bref, comment on fait? Attends, perception, direction, en bref, différentes conclusions. Mais justement, et c'est là où, comme on a cette observation multidimensionnelle, on a tout de suite différentes conclusions possibles qui nous arrivent, différentes solutions, parce qu'on a tellement d'analyses multiples qu'on a différentes solutions. Donc, ce qui fait qu'on a différents résultats qui sont liés par rapport à ce sentiment de multidimension. On n'est pas linéaire dans l'analyse, hein, c'est la structure de l'esprit du potentiel qui n'est pas linéaire. J'espère que j'ai répondu à ta question, qui était un petit peu floue, j'en suis désolé. Alors, autre question. Parmi les hauts potentiels, beaucoup ont des capacités d'empathie, de clairvoyance, etc. Plusieurs, dont moi-même, sont les cibles de réseaux organisés qui font tout pour empêcher l'humanité de grandir en conscience. Ces réseaux harcèlent les personnes ciblées jusqu'à ce qu'elles se soumettent en prenant des neuroleptiques, par exemple, et ou qu'elles se joignent au groupe de harceleurs. L'idéal pour les ciblés est de ne pas rester isolés et de maintenir le contact avec des personnes qui sont hors de ces réseaux. Dans mon cas, cela n'est pas possible pour des raisons que je ne développerai pas ici. Je suis isolé et semi-confiné depuis 2013. Avez-vous déjà entendu parler de ce phénomène? Harcèlement criminel en réseau, gangstacking. Auriez-vous des conseils à donner aux personnes ciblées? Alors, je vais boire ma petite tisane et je vais te répondre. Alors, tu parles de capacité d'empathie, de clairvoyance, etc. Et tu dis que tu es la cible de réseaux organisés qui font tout pour empêcher l'humanité de grandir en conscience. Alors, je ne rentrerai pas dans ce débat-là de dire qu'il y a des réseaux organisés qui empêchent l'humanité de grandir en conscience. Je ne suis pas du tout dans ce délire complotiste. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas. Je crois en ce qu'on peut faire soi-même. Ok, alors voilà, tout le monde se reconnecte. Donc, j'étais en train de parler, on va faire les choses bien, de cette question par rapport à cette personne qui se sent harcelée par une sorte de complot de gens qui veulent empêcher les gens de l'humanité de grandir en conscience. Je disais, voilà, la métaphore du colibri, c'est que dans une forêt, la forêt prend feu, tous les animaux quittent la forêt et se mettent à la lisière de la forêt et regardent la forêt qui brûle sous leurs yeux. Et d'un coup, à travers la fumée, comme ça, ils voient sortir un petit colibri. Le colibri, c'est de tout petits oiseaux comme ça, qui sort, qui passe au-dessus de leur tête, qui va dans la rivière, qui plonge et qui repart et qui rentre dans la fumée comme ça. Ils voient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout de 4 fois, ils disent « Mais arrête-toi, petit colibri, qu'est-ce que tu fais ?» Et le petit colibri leur dit « Mais je suis en train d'essayer d'éteindre le feu. Je vais chercher de l'eau dans mon bec et je jette de l'eau dans la forêt. » Et tous les animaux le regardent comme ça, ils disent « Mais petit colibri, mais t'as vu la taille que tu fais? Tu ne l'arrêteras jamais le feu. Tu fais une micro-goutte dans ton bec et la forêt entière est en feu. À quoi ça sert ?» Et le colibri leur répond en fait « Moi, je fais ma part. » C'est-à-dire que le petit colibri fait sa part. Et si chaque animal fait sa part, peut-être que la forêt pourrait être éteinte, le feu de la forêt pourrait être éteint. Par contre, si tout le monde se met à la lisière de la forêt, comme ça, se croise les mains et regarde la forêt en train de brûler, ben, la forêt, elle va brûler. Donc, quand on a comme ça ces phénomènes complotistes, etc., c'est de dire qu'est-ce que je peux faire moi maintenant pour avoir un élan positif et pas me mettre dans la négativité de dire il y a un problème, je suis harcelé, je vais me retirer, tout ça. Dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer, moi, dans mon cercle d'influence. Et là, ça sera beaucoup plus positif. Alors, Sylvain nous dit bonjour Maître Yoda. J'aime bien ça. Bonjour Maître Yoda. Comment trouver son ou ses facilités en tant que haut potentiel? Alors, là, franchement, je vais faire une réponse très courte, Sylvain. Il faut passer un bilan détection d'adouance. Parce que c'est très compliqué de se connaître soi-même sans une aide extérieure, sans une vision extérieure. Donc, comment trouver son ou ses facilités? Un bilan d'adouance ou alors une très grande introspection. Mais encore une fois, il faut être guidé pour faire une introspection comme ça, pour trouver ses facilités. Mais par contre, dans cette thématique où tu dis qu'un haut potentiel a des facilités,
Oui, chaque haut potentiel a ses facilités, moi ce que j'appelle son feu sacré. Chacun a un feu sacré, va être très bon, que ce soit dans un milieu artistique, dans un milieu intellectuel. On a chacun un feu sacré, et ce qui correspond à notre mission de vie. On met le mot qu'on veut dessus, hein, mission de vie, alignement avec soi-même, sa destinée, ce que vous voulez. C'est, voilà, moi je suis bon, je prends du plaisir à faire ça. Donc, comment je pourrais trouver quelque chose d'aligné avec ce qui me fait, ce qui me met en joie, quelque chose d'aligné qui puisse me permettre de travailler, de gagner de l'argent et d'en faire ma mission de vie. Et là, ça devient super intéressant pour un potentiel, parce qu'un haut potentiel, quand il trouve cet alignement entre ce que tu dis, ses facilités, son feu sacré et sa mission de vie pour aider les gens et gagner de l'argent avec, mais c'est un alignement, c'est une autoroute qui s'ouvre devant lui, et c'est une autoroute qui va lui permettre de s'épanouir. Parce qu'il fait ce qui lui plaît, aligné avec ses valeurs, avec du sens dans ce qu'il a. Il y a un haut potentiel, a énormément besoin de sens dans ce qu'il fait. Et tout ça, c'est aligné avec une mission de vie, une mission pour aider les autres. Les autres vont lui apporter de l'amour pour ça. Il va pouvoir gagner de l'argent avec ça. Et donc, c'est un cercle vertueux qui se met en place quand on découvre ses facilités, son feu sacré en tant que potentiel. C'est pour ça que je vous pousse tous à chaque fois à aller découvrir votre mission de vie. Je vous pousse tous à aller explorer ce qui en vous résonne, cet alignement pour vous réaligner avec qui vous êtes vraiment au fond de vous, parce qu'un potentiel a, comment dire, il a un volcan au fond de lui. Un normopensant, il va avoir une étincelle. Un haut potentiel, c'est un volcan, c'est une bombe atomique, c'est une puissance à état brut qui, une fois canalisée, peut être extrêmement créatrice, bénéfique pour tout le monde. Donc c'est là où il faut être. Il faut explorer, faire une introspection. Et là, franchement, bilan de détection de la douance qui te donne beaucoup de renseignements sur ça. Ou sinon, une introspection. Il y en a une formation au sein de l'université qui s'appelle Trouve ton Ikigai, trouve ta mission de vie, qui va vraiment te guider pour t'aider à trouver ça, Sylvain. Il faut savoir que toutes nos formations, on a toujours une vidéo de présentation de nos formations qui donne déjà beaucoup de conseils. Donc, ne serait-ce que d'aller voir la vidéo de présentation de l'Ikigai, ça donne beaucoup de conseils sans avoir besoin d'acheter la formation. Alors, on va aller voir un petit peu aux commentaires, voir quand même si on n'est pas, si on n'avait pas été recoupé. Sandrine qui me dit: je me suis dit que tu n'avais pas payé tes charges. Voilà, c'est ça, on m'a tout coupé, l'électricité, tout le reste. Chomin, encore un coup des reptiliens et des Illuminati. Nathalie qui dit: je préfère ta tasse noire. Ah ben, ma tasse Dark Vador, elle n'est pas là, elle est au lavage, ma tasse. Aujourd'hui, c'est ma petite tasse de Stormtrooper aujourd'hui. Angélique qui nous dit: soit dit en passant, le stalking, gang stalking sont des phénomènes réels non liés à du complotisme. La France a du retard pour la reconnaissance de ce type de problèmes qui ont des conséquences graves sur les personnes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord, Angélique, sur ce phénomène-là. Le problème, c'est que voilà, il ne faut pas prendre ça avec un côté je rentre en guerre contre ces gens-là. L'ignorance est la meilleure des armes. Au moins on en parle, au moins on existe. C'est comme les attentats. Si les médias arrêtaient de parler des attentats, il n'y aurait plus d'attentats. Parce qu'il n'y aurait aucun intérêt à faire un attentat. Seulement, pourquoi les médias parlent des attentats? Parce que ça fait vendre, parce que ça fait de l'argent, parce que, voilà. La solution la plus simple, c'est d'ignorer ce genre de personnes-là. Comme le pervers narcissique, couper toute communication, il n'existe pas. Et s'ils n'existent pas, au bout d'un moment, ils vont s'effacer, ils ne vont plus exister. Rentrer en guerre, c'est leur donner de l'importance. Rentrer en guerre avec un pervers narcissique, c'est lui donner de l'importance. Rentrer en guerre avec quelqu'un, c'est lui donner de l'importance. L'ignorance la plus totale de ces gens-là, c'est la meilleure des armes non violentes, hein, pour régler le problème. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Je sais que c'est pas simple, hein, mais bon, voilà, tu as compris, quoi. Alors, on va retourner à nos questions. C'est bien, on traite des questions ce soir, c'est bon ça. Bruno qui nous dit: bonsoir, merci pour votre aide tellement précieuse. Je pense être au potentiel émotionnel. Comment m'épanouir dans mes relations sociales? Hypersensibilité découverte il y a 1 an, et plus je me découvre, plus je m'isole. Cela devient pesant alors que je suis très sociable, bien à vous. Alors, je pense être au potentiel émotionnel. Comment m'épanouir dans mes relations sociales? Alors, j'ai fait une vidéo cette semaine, ça tombe très bien, Bruno, qui parle justement de comment
canaliser son intelligence émotionnelle pour utiliser cette intelligence émotionnelle. Donc, on a une vidéo précise, c'est une vidéo pilier que j'ai faite cette semaine, qui sort ou qui est sortie ce soir, ou qui sort dimanche, je ne sais plus, c'est plus moi qui les programme, la vidéo. Donc, c'est une vidéo qui soit est sortie ce soir à 8h, soit qui sort ce dimanche, il me semble que c'est ce dimanche, bref, à vérifier, qui traite justement de l'intelligence émotionnelle. Comment canaliser son intelligence émotionnelle? Tu vas voir qu'il y a des étapes. Déjà, ça rentre par une connaissance de soi-même. Donc, c'est une introspection. Apprendre à connaître son propre comportement psychologique, cognitif. Arriver à décrypter ses émotions, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, arriver à décrypter précisément ses émotions. Et en faisant tout ça, tu vas commencer à canaliser ton empathie, canaliser tes excès peut-être de colère. Et tout ça, au fur et à mesure, ça va se canaliser de manière à utiliser ça de manière intelligente. Mais si tu laisses tes émotions, ta sensibilité, comme un chien sans laisse qui va partir et qui va aboyer, c'est destructeur. Voilà. Il faut canaliser tout ça et ça devient moteur de quelque chose d'intéressant. Je ne pourrais pas rentrer dans un cours sur l'intelligence émotionnelle, ça prendrait trop longtemps. Et en plus, il y a une vidéo cette semaine pour ça. Autant que je traite d'autres questions. Et va voir Bruno, si ça t'intéresse, allez voir cette vidéo qui sort ce soir ou dimanche, je ne sais plus. Il faut voir sur la chaîne YouTube. Julie qui nous dit j'essaye de toutes mes forces de m'inscrire à ton programme de 4 semaines, je n'y arrive pas. Mais non, après, ça, c'était résolu, ça. Ouh, là, c'est résolu depuis longtemps, ça. C'est résolu depuis longtemps, ça, souvent. Alors, Célim, la mise en échec, parfois après un long moment passé sur la voie de la réussite, fait-elle partie des HP en majorité? Oui. Oui, Célim, la mise en échec fait partie de la majorité des hauts potentiels parce que les hauts potentiels sont très mal adaptés à la société. Il faut vraiment le dire, un haut potentiel est un inadapté à la société. Donc, pour s'adapter, il va se construire un faux self, un visage différent, un comportement différent pour s'intégrer. Mais ce comportement-là est destructeur pour lui parce qu'il enterre sa véritable personnalité, sa véritable émotion à travers des couches et des couches de faux self, de fausses personnalités, de masques. Donc, la mise en échec fait partie du haut potentiel parce que le potentiel ne sait pas qu'il est au potentiel au début et donc ne sait pas comment utiliser sa potentialité ou son intelligence émotionnelle de manière pertinente pour que ça l'aide dans sa réussite. Donc, effectivement, la majorité des hauts potentiels, dans leur parcours de vie, ont eu une situation d'échec, ont eu une situation de burn-out, ont eu une situation de dépression, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient ce problème-là, on va dire un problème de la haute potentialité, et donc, ils n'avaient pas le bon mode d'emploi. Leurs parents, leurs professeurs, leur entourage leur disaient « Mais non, il faut que tu fasses comme ça. Apprends ta leçon par cœur et tu la récites. » Un haut potentiel, il ne peut pas. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc, il va se dire « Ok, bah, si mes parents me disent ça, je vais faire ça. Si ma maîtresse me dit ça, je vais faire ça. Si mon patron me dit ça, je vais faire ça. » Alors qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'il doit fonctionner. C'est un électron libre, le haut potentiel. Il doit adapter son mode de fonctionnement, son mode d'organisation, son mode de travail, son mode de pensée, sa logistique de journée de manière différente pour que ça corresponde avec quelque chose qui ait beaucoup plus de sens, qui soit beaucoup plus aligné avec son rythme à lui. C'est très compliqué à mettre en place parce que la société n'est pas adaptée pour ça. Mais quand on en prend conscience, on évite cette situation d'échec. C'est pour ça que les enfants, il faut les dépister au plus tôt pour pas qu'ils se détruisent psychologiquement en se mettant des faux masques, des fausses situations et qui, quelques années plus tard, se retrouvent en situation d'échec. Donc la mise en échec fait partie des hauts potentiels. Et j'aimerais bien que ça change. Alors, Papété qui nous dit « J'ai vu les livres, j'ai payé la formation, mais je n'arrive pas à la commencer alors que je me retrouve partout dans le livre. » Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un problème technique, Papété, ou est-ce que c'est un problème qui n'arrive pas à le faire? Tu as un blocage? Explique-nous un petit peu. On ne peut pas ignorer un stalker psychologiquement, c'est de l'ordre de l'obsessionnel. Alors, Valérie qui nous dit « Pour trouver ma mission de vie, je n'arrive pas à me rappeler ce qui me fait vibrer quand j'étais petite. J'ai beaucoup trop de mauvais souvenirs. » Alors, c'est un phénomène qui arrive souvent, Valérie, c'est tout à fait normal.
d'avoir un problème de ne plus arriver à se mémoriser, enfin à se remémorer, pardon, ses souvenirs d'enfants. Il y en a qui occultent carrément, il y a un voile noir sur leur enfance, ou peut-être dans ton cas parce qu'il y a trop de mauvais souvenirs et tu n'as pas envie de replonger là-dedans. Mais il faut savoir que à un moment dans ton enfance, et tu l'as peut-être enfoui au fond de toi, avant 7 ans, tu étais un enfant pur. On est pur quand on est un enfant. Après, on est modifié, malaxé par la société, mais au début, on est pur. Et à un moment, tu as eu des émotions dans ton enfance, même s'il y a des moments où ça allait mal, il y a des moments où tu as eu des émotions positives et des émotions négatives. Eh bien, il faut retourner à ces émotions-là. Ce n'est pas un travail facile, mais tant que tu ne fais pas ce travail-là, d'aller retrouver ces émotions positives et négatives dans tout ton cheminement de vie, quand tu es enfant, adolescent et adulte aussi, hein, eh bien, tu vas avoir du mal à avoir une vision d'ensemble de qui tu es vraiment. Parce que si aujourd'hui tu poses cette question-là, c'est que tu as une sorte de brouillard devant les yeux sur qui tu es vraiment, ce qui te passionne, ce qui t'offusque, ce qui te met en colère. Tu as une sorte de brouillard. Donc, tant que tu ne vas pas mettre une lampe et aller éclairer ton passé pour voir, bah, écoutez, moi aujourd'hui je suis ici, je suis comme ça, mais je n'arrive pas à me voir, mais il faut que je vois dans l'ensemble de tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui et faire une moyenne de ce qui me plaît et ce qui me déplaît pour voir où se situe ce que j'aime faire, ce qui me passionne, ma mission de vie. Et là, il faut aller chercher dans ses souvenirs. Si tu n'y arrives pas, Valérie, c'est normal. À ce moment-là, il faudrait peut-être que tu te fasses aider, faire une thérapie ou fasses juste une petite séance pour un petit retour de désengrammage pour justement t'aider à remettre la lumière sur tes souvenirs, même si c'est des souvenirs négatifs. Parce que même dans le négatif, il y a toujours une part de positif. Merci Elodie pour nous partager la mission sur Trouve ton Ikigai. Nathalie qui dit « Je te comprends, moi je suis bloqué aussi, je n'arrive pas à trouver ce que j'ai fait dans ma vie et dont je suis fier. » Alors attention, quand on cherche sa mission de vie, son Ikigai, il ne faut pas chercher ce dont on est fier. Il faut chercher les émotions intenses, les émotions positives intenses et les émotions négatives intenses. Parce que ces deux pics d'émotions sont révélateurs de notre personnalité profonde, de nos valeurs en fait. Et certaines personnes qui vont voir à la télévision un petit enfant mourir de faim à la télévision, ça ne va rien leur faire. Parce que ce n'est pas dans leurs valeurs, comme ça, comme ça, de voir de la pauvreté, d'aider les gens. Ce n'est pas dans leurs valeurs, ce n'est pas leur truc. Il y en a d'autres pour qui, ne serait-ce que voir un enfant avec une larme à l'œil, ça va les émouvoir à un point incommensurable. Donc, tout est une question de valeurs. Et comment on fait pour opérer ces valeurs? C'est avec ces pics positifs et négatifs émotionnels. C'est eux qui sont des drapeaux pour dire « Hé, là, à ce moment-là, tu as un pic positif émotionnel intense. Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi était lié ce pic émotionnel? Ah, ben ce jour-là, c'est vrai que tiens, je me suis occupé de mon petit frère qui était bébé et je ne m'étais jamais occupé de mon petit frère. Donc, pic émotionnel négatif, petit drapeau négatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, le bébé des amis de mes parents s'était fait mal, il était tombé, s'était ouvert la lèvre, il était tout petit bébé, il saignait. Qu'est-ce que j'étais mal pour lui, je l'ai ressenti tellement fort ce qu'il avait. Et là, on commence à comprendre pic positif sur porter l'attention à l'enfant, pic négatif parce que l'enfant souffrait. Il y a peut-être une mission de vie alignée sur de l'aide pour les enfants, peut-être pour les enfants, pour les bébés. C'est comme ça qu'on retrouve sa mission de vie. C'est pas sur ce qu'on est fier, parce que la fierté, c'est un petit peu différent. Chomin qui nous dit la vidéo est déjà sortie il y a 13 minutes. Oh oh bah super, bah Elodie, magnifique Elodie, bravo, merci. Tu nous as mis le lien de la vidéo sur l'intelligence émotionnelle qui est donc sortie il y a quelques minutes en arrière. Bravo. Bravo, bravo. Donc, je vais prendre une dernière question pour conclure cette soirée de la ligne rouge. Une question de Céline. Bonjour, ma question va vous paraître hors sujet, mais je me lance. Amoureuse de mon psychologue depuis plus d'1 an, je sais, c'est courant, mais je ressens que lui et moi, on pourrait fusionner à 90%. Je le ressens au fond des tripes. Je le devine, je sais son fond intérieur. Ma question est comment m'y prendre pour l'attirer et me faire aimer de lui. Je cherche des astuces techniques, bref, besoin de vous, neurones si forts et futés. Je suis borderline, donc je suis émo-fan. Pour vous expliquer le pourquoi, je consulte ce psychologue. Je m'appelle Céline, alias Psychédélique, et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Le vrai bonheur, c'est aimer et d'aimer. C'est rigolo, mon mot âme, il pense pour me faire rire. Alors, c'est très problématique, Céline, la question que tu nous poses là aujourd'hui par rapport à ça.
C'est des ruptures de pattern, tu nous dis, Elodie. C'est pas mal, ça nous relance un petit peu tous, tu as raison. Ça nous réveille à chaque fois. Ah, ça s'est coupé, on repart. Donc, pour répondre à Céline, qui est tombée amoureuse de son psychologue, qui me demande des conseils pour savoir comment l'aider à lui montrer son amour, c'est très compliqué, Céline, parce qu'un psychologue, normalement, c'est un professionnel. Il se doit de ne pas rentrer en relation avec ses patients, notamment en relation amoureuse. Donc, ça va être très compliqué, cette relation-là. Notamment que parfois, dans ce type de relation-là, il y a une relation qui est parfois un petit peu biaisée au niveau de la relation psychologue-patient. Il y a beaucoup de choses qui peuvent biaiser cette relation-là et biaiser les émotions que tu ressens aujourd'hui. Je ne veux pas dire que tu n'es pas amoureuse, etc., mais c'est très compliqué. Ça, c'est le petit préambule. Si vraiment c'est quelque chose qui te brûle, il faut lui dire la vérité. Tu lui dis vraiment ce qui se passe. Je suis en train d'éprouver des émotions pour vous. Je vous trouve quelqu'un de brillant. Voilà, il faut lui dire tout simplement ce que tu penses de lui. Et cette personne-là, s'il est psychologue, donc c'est quelqu'un qui a, je pense, foi en l'humanité, en la bienveillance, ne va pas te rejeter, va dire je suis touché que vous m'exprimez vos sentiments. Il va te dire voilà ce qu'il pense lui aussi. Et peut-être que ça pourra aller plus loin. Mais dis-lui la vérité, parce que pour deux raisons. La première, c'est que si tu ne le fais pas, tu auras toujours le regret de ne pas l'avoir fait. Et deuxièmement, si tu lui expliques ça et que lui te dit non, je suis désolé, ça ne sera pas possible, au moins tu seras fixé et tu prendras une nouvelle orientation par rapport à cette relation-là. Mais si tu restes comme ça pendant des semaines à venir faire une thérapie parce que tu es amoureuse et que ce psychologue, en fait, tu ne sais pas trop s'il t'aide parce qu'en fait, tu es amoureuse, là, tu vas rentrer dans un rond-point, un cycle infernal qui n'est pas bon du tout. Donc, parle-lui-en ouvertement. C'est un psychologue, il doit être ouvert pour ça. Tu lui exprimes tes sentiments et tu verras sa réponse. Si c'est positive, c'est très bien, il y aura une ouverture. Si c'est négative, tu sauras à quoi en tenir et tu décideras de ce que tu peux faire. Mais là, c'est de la relation très compliquée entre un psychologue et un patient. Il se doit normalement de ne pas rentrer dans ce type de relation-là. Après, il y a encore, bien sûr, il y a des exceptions, des psychologues. S'il est célibataire et qu'il te trouve charmante, il faut tenter. Exactement, Elodie, attention à la projection, tout à fait. C'est là où je veux en venir. Ça peut être compliqué parce que la relation peut être biaisée entre thérapeute et patient. Il peut y avoir une relation. Son fan nous dit qu'il faut qu'elle pense à s'assurer qu'il ne porte pas d'alliance pour commencer. Effectivement, ça serait déjà un problème à mettre de côté, qu'il ne porte pas d'alliance, qu'il ne soit pas déjà marié. Après, tout ceci, enfin, il n'y a pas de règle absolue. Je ne peux pas, moi, en tant qu'au potentiel, dire non, il y a une règle absolue pour entrer en relation, tout ça, parce que sinon, les règles sont faites pour être enfreintes et améliorées. Donc, dans les règles de relation amoureuse, il y a toujours des cas exceptionnels de couples qui sont formés entre un thérapeute et une patiente. Ça arrive, donc il faut exprimer ses émotions et le faire. Il faut passer à l'action. C'est tout. Il faut passer à l'action et expliquer. Et après, à partir de là, tu pourras prendre ou direction A ou direction B. Mais surtout pas rester dans le statique et se poser la question, comment je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas. Nous arrivons à la fin de ce live un petit peu perturbé, un petit peu avec des petites coupures qui nous ont réveillés, comme dit le veut, avec des ruptures de pattern, pour nous réveiller un petit peu. On va essayer de faire en sorte que les prochains lives se passe différemment. Alors déjà, on ne sera plus donc dans les studios pendant un moment, parce que là, pendant un mois ou deux, je suis en déplacement, donc les lives ne se feront plus dans ce studio-là. Ce sera dans un autre studio en déplacement. Donc on aura peut-être moins de problèmes techniques, puisqu'on sera dans un lieu différent, avec des connexions différentes, qui sait. En tout cas, je vous dis un grand merci, une grande félicitation de suivre ce live de la ligne rouge. Cette première formule différente qu'on va améliorer d'ailleurs. Il faut savoir que les lives vont être diffusés en direct dans le groupe Facebook et seront diffusés en replay sur YouTube, mais que les questions restent réservées aux élèves de l'université. C'est-à-dire que les gens pourront voir les questions qui sont posées sur la chaîne YouTube, mais ne pourront pas poser les questions. Il faut être élève de l'université pour pouvoir poser ces questions. Et donc, tout ce qu'on fait en live, en direct, sera rediffusé derrière sur YouTube, remonté parfois, pour être peut-être un petit peu plus digeste. En tout cas, un grand merci d'être présent. Je suis très content de voir. Je vois vos petits likes, vos petits pouces, vos petits cœurs, tout ça. Un grand merci d'être là, présent ce soir pour cette première. Ça me touche au cœur. Et je vous dis tous individuellement, je te dis individuellement, un grand merci de suivre ces lives. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Je suis très heureux que de plus en plus de personnes rejoignent ce mouvement
des hauts potentiels. Et je te félicite d'en faire partie, de faire partie des pionniers de tout ça et de t'impliquer dans cette fréquence et cette assiduité quand à chaque fois qu'il y a des vidéos. Donc, un grand merci et félicite-toi aussi d'être dans cette démarche qui est une démarche courageuse d'introspection, d'aller chercher au fond de toi ce qui se passe et d'avancer de manière positive pour faire de ce monde un monde meilleur, comme je le dis toujours. En tout cas, félicitations et à très vite. Mais je te recommande d'aller voir la vidéo qui est sortie tout à l'heure, il y a une vingtaine de minutes sur la chaîne YouTube. Bye bye!